Alors, je vais visionner la conversation comme ça. Si vous avez des questions, je pourrai les voir en même temps. Et puis, je vous propose de commencer. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, parfait, merci. Parfait, Oui, oui. D'accord. Donc, bonjour à toutes et tous, pour ceux qui viennent de me rejoindre. Avant de commencer, je vous remercie de couper vos micros et caméras pendant cette session. Et puis, le chat peut servir à poser les questions auxquelles j'essaierai de répondre pendant la présentation ou à la fin. Si jamais vous avez un souci, vous pouvez cliquer sur l'option «Lever la main» qui permet de nous alerter si vous rencontrez un problème quelconque. OK. Bon, c'est parti. Donc voilà, bonjour, je suis Alexandra Buor, je suis responsable de l'offre design et 3D. J'ai une expérience d'un peu plus de 15 ans dans le prêt-à-porter luxe et haut de gamme en tant que développeur produit et gestionnaire de production. Et puis aussi, j'ai fait un petit temps en tant que chef de projet dans les uniformes. Et donc aujourd'hui, chez Fit Retail, j'accompagne les marques à changer ou à améliorer leur façon de travailler en intégrant les nouveaux outils comme la 3D, entre autres. Donc voilà, donc ça c'est moi. Un petit peu de Fit Retail, donc une petite présentation flash. Donc on a un cabinet de conseil dans l'intégration de solutions digitales pour la mode et le retail. Et on intervient principalement dans l'industrie du textile sur comment optimiser le circuit du produit avec des logiciels tels que le PLM, le RP, la 2D, la 3D. Donc, depuis 2 ans, nous vivons une forte mutation dans le monde de la mode. On a la pandémie qui est passée par là, qui a considérablement bousculé nos habitudes de consommation et sociales. Pendant un certain temps, on n'est plus sorti, on a commencé à intégrer le télétravail, donc on a changé vraiment notre façon de nous habiller. Et puis, nous avons aussi aujourd'hui, la situation en Ukraine qui demande, une fois de plus, d'être précautionneux puisque cela impacte fortement les ventes en tant que marque et nous avons le changement climatique qui se fait ressentir de plus en plus. Et tout ça, mis bout à bout et bien, ça bouscule et on doit juste, s'adapter et changer nos habitudes globales. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager sur comment la 3D et les autres outils innovants peuvent contribuer à aider les marques vers une façon de créer et de produire de manière plus flexible et plus responsable. Donc, au sommaire, ce qu'on va survoler aujourd'hui, c'est la RSE Co, le consommateur, les alternatives d'aujourd'hui, repenser et réduire, et puis un petit récap de ce qu'on aura vu aujourd'hui ensemble. Donc, comment les lois peuvent pousser la mode à changer? Donc, pour commencer, je vais rappeler très rapidement les enjeux de la RSE ou responsabilité sociale des entreprises. Donc, la RSE a pour but de mettre en place une vision stratégique avec un engagement dans le développement durable humain et matériel. Donc, c'est pas du tout une certification, mais c'est une démarche et une transformation de l'entreprise. Donc, tout type d'entreprise peuvent mettre en œuvre la démarche RSE, peu importe sa taille, son statut, son secteur d'activité. En tout cas, c'est pas obligatoire, mais la RSE répond énormément aux exigences de la transition écologique. Donc, je vous ai fait une photo très macro parce que c'est pas un sujet qui fait partie de mon expertise, mais en tout cas, notre domaine de Fit Retail y contribue. En plus de la RSE, nous avons 2 lois très récentes qui nous poussent et nous contraignent vraiment à repenser le circuit du produit. Donc, nous avons la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui est rentrée en vigueur le 1er janvier 2022. Donc, pour l'industrie de la mode, cette loi signifie qu'il n'est plus possible de détruire les invendus et cela incite les producteurs, les importateurs, les distributeurs à revaloriser le stock qui leur reste via le don, le réemploi, la réutilisation, le recyclage. Donc, c'est une loi qui pique un peu pour les marques, enfin en tout cas celles qui ont du stock en fin de saison, mais le but, c'est de pousser à fabriquer autrement. Ensuite, on a la loi climat et résilience qui date donc du 22 août 2021 et qui a pour but de nous pousser à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Donc pour le monde du textile, en fait, les marques vont devoir informer les consommateurs via des étiquettes environnementales, un peu comme celle de Nutri-Score sur nos emballages alimentaires. Et surtout, penser à comment réduire l'impact carbone et les émissions de gaz à effet de serre sur tout le circuit du produit. Donc aujourd'hui, c'est en phase d'expérimentation sur notre secteur, donc ce n'est pas encore obligatoire, mais la date de mise en œuvre, elle est régulièrement poussée, ce qui fait qu'au moment où elle va rentrer en vigueur, il faudra être prêt.
On a balayé maintenant un petit peu la partie juridique, ce qui enfin, la partie juridique qui impose à ce que le secteur du textile change. Et on va maintenant se pencher sur le consommateur qui, lui, est le moteur de l'économie du textile. Le consommateur pousse notre modèle économique à changer. Donc, depuis 2017, on a l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui questionne les consommateurs français sur leurs préoccupations. En 2021, l'urgence climatique fait partie des préoccupations majeures. Et pour le consommateur, il est nécessaire d'agir et modifier notre façon d'acheter. Et donc, depuis la pandémie, les consommateurs ont beaucoup changé leurs habitudes pour aller vers une consommation plus responsable. Par exemple, les achats de seconde main ont pris 140% entre 2019 et 2021 grâce à Vinted. Donc, en plus, c'était un moment où on avait le temps de regarder un peu dans nos armoires, on s'était mis un peu dans ce mouvement. Et ça, donc, plus la baisse de salaire, ça a eu un impact énorme sur les marques en ligne et physiques, voire même pendant les soldes, parce que le consommateur a pris l'habitude de regarder ce qui peut être acheté en occasion avant d'acheter dans du neuf. Et puis, les consommateurs sont beaucoup plus regardants sur les valeurs et les engagements de la marque. Et du fait, communiquer sur les engagements, ne suffit plus. Les consommateurs attendent, des preuves vraiment tangibles pour avoir confiance. On a aussi un ras-le-bol des publicités, qui incitent à acheter alors que la tendance encourage l'inverse. Donc il y a vraiment une rupture très forte entre les marques, leurs publicités et les consommateurs. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le consommateur a sérieusement intégré dans son quotidien les 4 R qui sont réutiliser, recycler, repenser et réduire. Et les marques ont un train de retard sur cette partie. Ça nous amène donc aux alternatives d'aujourd'hui pour moins consommer. Donc, on va se pencher sur les 2 R qui sont recycler et réutiliser. Le consommateur a réussi à pousser les marques à suivre le mouvement. Donc, on retrouve de plus en plus des rayons de seconde main dans les boutiques et la grande distrie. On a ensuite le don, qui est une alternative, et l'upcycling, qui consiste à transformer les déchets en un nouveau produit. On a aussi le recyclage des matières, comme le polyester recyclé, qu'on réintroduit dans de nouveaux modèles. Donc ça marche pas mal. On a un autre secteur auquel on ne pense pas, mais c'est le secteur du bâtiment. Et on est bien content qui sont bien contents de recycler nos vêtements. En effet, donc, il existe des isolants en textile recyclé. On a par exemple à gauche les panneaux en 100% de jean effiloché ou avec des fibres mixtes coton majoritaire avec le reste de fibres synthétiques, comme à droite. Et ça, on peut avoir des panneaux isolants pour nos toits, nos murs et des panneaux acoustiques pour réduire le bruit dans les grandes salles, par exemple. Moi, je trouve ça assez génial parce que moi, j'aime bien les rénovations et parce que ça sert et parce que c'est du Made in France. On va voir maintenant, enfin, on vient de voir les alternatives pour éviter de retrouver nos vêtements à la déchetterie grâce aux 2 R, donc réutiliser et recycler. Ces 2 R utilisés par les marques donnent une image positive et un engagement, mais ce n'est pas une situation pérenne pour la stratégie d'une marque. Vendre à perte ou donner pour recycler, c'est pas rentable. C'est aussi preuve qu'il y a un surplus et donc une mauvaise gestion du stock. Et donc à la longue, ça va desservir les marques. Pour qu'une marque puisse être en phase avec les demandes du consommateur et que la transition écologique se fasse vraiment, donc il est impératif de se pencher sur les 2 autres R, pardon, qui sont donc repenser et réduire. Donc, comment se réinventer grâce à ces 2 R? Pour revenir aux lois climat et résilience et anti-gaspillage, l'objectif, c'est de réduire son empreinte carbone, sa consommation d'eau et la quantité d'invendus. Donc, pour rappel, le monde de la mode fait partie des top 5 pollueurs de la planète et que pour vous visualiser un peu, voici quelques exemples. Donc on a un Européen qui va acheter en moyenne par an 26 kilos de vêtements pour en jeter 11. On va avoir ensuite besoin de 2700 litres d'eau pour un t-shirt en 100% coton. Ça représente à peu près 2 ans et demi d'eau potable pour une personne, si on calcule avec les 1,5 litre par jour. C'est le minimum. Et on a 20% de la pollution mondiale en eau potable qui est due aux teintures et finitions sur les matières. Et on a 10% des émissions mondiales de CO2 qui sont générées par l'industrie de la mode, soit plus que l'ensemble du transport aérien et maritime réuni. Donc ça correspond à peu près 1,2 milliard de tonnes. Voilà, donc ça c'est une triste vérité. Donc il est clair qu'on ne peut pas continuer comme ça.
J'espère que je vous ai pas dégoûté de votre métier. Voilà. Donc pour vous remonter le moral, eh ben, on va se pencher sur, les 3 R qui sont repenser. Très clairement, si on regarde le circuit du produit versus la pollution et émissions de carbone, ben, on a des zones évidentes qui peuvent être améliorées, sachant qu'elles sont interdépendantes. Si on arrive à repenser dans chaque zone, eh ben, ça va créer un cycle vertueux, pardon. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais comme le temps me manque, bah, je vais me concentrer sur les nouvelles technologies et comment, elles peuvent contribuer à réduire l'impact carbone dans la création d'une collection. Donc voyons comment. Plusieurs axes donc où on peut se pencher avec les nouvelles technologies. On commence en amont avec la création. Il existe des logiciels en intelligence artificielle qui sont, dédiés à faire une veille sur des millions d'images qui sont regardées par tout le monde en gros. Les marques vont déterminer leur cible pour trier et voir, ce que leurs clients vont regarder sur des sites spécifiques. Ça peut être Instagram, les concurrents, des défilés, des événements. Enfin, c'est très, très vaste. Et ces logiciels ont pour but d'aider à comprendre les besoins du client avant qu'il l'exprime et aussi voir vers où la tendance va aller. Donc c'est clairement des bureaux de tendance nouvelle génération et donc ça va permettre de conseiller studio sur les attentes pour, la prochaine collection dans ses formes, dans les couleurs, dans les imprimés et de mieux cibler les besoins, plutôt que de les deviner ou tâter le terrain. On va penser aussi à réduire dès le sourcing matière. Donc, le styliste, en général, va faire son sourcing, va aller dans les salons, va commander des rebraques. Aujourd'hui, il est possible de voir les collections des fournisseurs matières qui ont fait la démarche de digitaliser leur catalogue de tissus. Et ça permet donc de télécharger la matière compatible avec le logiciel 3D et l'essayer directement sur un modèle proche de l'idée pour un peu voir le rendu que ça va donner. On peut faire aussi ça avec des rebraques en les scannant tout simplement et regarder un peu le résultat toujours sur la 3D. Ça va permettre aux stylistes de mieux se projeter, et d'éviter de lancer un prototype pour valider la matière parce que ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense. Et on peut aussi travailler sur les variantes qu'on a en tête, pousser à la réflexion de la conception. Et si vous souhaitez plus d'informations, sur, les matières digitales, je vous invite à regarder le replay, de mon dernier webinaire sur ce sujet. En tout cas, le rendu est pas mal. Je sais pas si vous trouvez que c'est sympa, mais en tout cas, moi, j'aime bien. Voilà, donc pour ce qui est de réduire, eh bien, on peut, se projeter à, quand on achète des coupes types, qui sont donc des rouleaux de matière qu'on va utiliser pour faire les prototypes. On a une moyenne environ de 12 kilos par rouleau. C'est à peu près 30 mètres, puisque c'est à peu près le minimum qu'on peut commander de manière générale. Et si on envoie ces rouleaux de Chine vers la France, rien que pour le transport, c'est 77 kilos de CO2 et d'Italie, c'est 10,5 kilos. Voilà, c'est juste pour le transport. Et ça veut dire qu'on je n'ai pas pris en compte, le temps, enfin la consommation, l'impact carbone et d'énergie, quand on doit tisser, teinter, la consommation d'eau. Donc c'est déjà assez énorme. Avec la 3D, on peut donc réduire, voilà, les chiffres sont sont sans appel, donc je peux pas vous dire plus. Mais en tout cas, ça permet déjà de réduire dans cette zone. On va passer maintenant au développement, avec ces nouvelles technologies au niveau, de la mise au point. Donc, je vous l'apprends pas, dès que le style a poussé ses idées, on lance des prototypes à tout va. Ma slide, m'a dit tout. Là, c'est vraiment une étape pour moi dans le circuit du produit où on peut réduire le plus son impact carbone. Donc au niveau, développement, comme je vous disais avec le peu de chiffres que je vous ai donné plus haut, le prototype va peser lourd et on a toujours plusieurs protos par référence de modèle. Et là, du coup, le bilan carbone d'un modèle va monter très vite. Donc, si on pense niveau écologique, un proto sous-entend, comme je vous disais, la teinture des matières, un modèle qui a de grands risques à ne pas être porté, parce que souvent, on va crayonner dessus, on va couper, on va découdre, et souvent, il n'est pas réutilisable en fin de collection. Et du coup, travailler avec la 3D pour affiner le modèle en termes de style bien allé, ça a du sens si on tient à réduire son empreinte carbone. Et travailler avec la 3D demande de changer aussi son état d'esprit. Parce qu'aujourd'hui en collection, on travaille en silo
et avec une hiérarchie, c'est-à-dire le studio en premier, le développement en deuxième, etc. etc. Et du coup, bah, la 3D, elle va inciter à travailler en mode projet. Donc vraiment en mode collaboratif et tout le monde est un peu, devient un peu en transverse, ce qui est pas du tout dans la culture de la mode. Et donc là, il y a un énorme changement d'état d'esprit et sa façon de travailler. En tout cas, au niveau de la réduction de l'impact carbone, ça vous permettra vraiment de faire toutes les retouches nécessaires et de lancer qu'un seul proto ou 2 grands maximum versus 3-4. Je vais vous donner donc un exemple concret sur la vie d'un prototype et son poids, carbone. Donc c'est un pantalon, qui, est en 100 laine, donc la laine provient d'Australie. Elle a été ensuite achetée par un fournisseur matière en Italie, qui l'a tissé, qui a fait donc, les finitions, dessus. Une marque française a acheté, donc une pièce type qui lui a demandé donc de l'envoyer à son façonnier bulgare et le façonnier bulgare a renvoyé le prototype, à la marque française. Et pour un proto, pour tout ce circuit-là, il a fallu 75 kilogrammes de CO2, plus, toute l'utilisation d'eau. Donc, une estimation de 3 000 litres d'eau pour, en majorité en lien avec la teinture de la matière et les finitions, puisqu'on ne peut pas, teinter qu'un mètre. Donc à savoir qu'aujourd'hui, on commence à avoir des logiciels qui peuvent calculer l'impact par étape de cycle de vie du modèle ou même d'une production. Et ça va permettre de prendre conscience de l'énergie utilisée et de le consommer en fonction de là où vous allez sourcer la matière première, là où vous allez produire et enfin, tout ça par étape. Donc je trouve ça vraiment pertinent puisque bah, quand on va avoir, va devoir se justifier au niveau de l'éco-score par modèle, bah là, ce sera vraiment utile. Avec la 3D, ben, un fichier de développement ne pèsera que 2 kilos à peu près. Ça, c'est vraiment si on a une pièce très complexe, un peu plus léger si on a des pièces beaucoup plus simples. Et ça va inclure donc l'avatar, le vêtement avec les finitions, les variantes, les matières, les couleurs et la gradation. Donc voilà, c'est factuel. On passe à la partie production. Donc en ce qui concerne la production, on va voir qu'il y a un lien, assez étroit avec le retail et dans un de mes webinaires, je disais qu'on a à peu près 30 des retours qui sont liés à un problème de taillant. Donc si les marques prennent en compte ce problème, qui est quand même assez coûteux, notamment que ce soit, financier ou en termes d'empreinte carbone, ça va être lié au retour, au remboursement, pardon et échange. Bah, l'idéal, c'est de s'assurer que le bien-aller est en phase avec la morphologie de la clientèle avant de produire en série. Donc là, la 3D, elle peut aider. Donc j'ai un exemple qui est assez fort. On a 3 tailles, donc une taille 36, 40 et 46. Et ce qu'on constate, c'est que la taille 46 est assez serrée au niveau des hanches. On peut constater, c'est que le bas de la robe n'a pas été, très bien gradé. Donc c'est le genre de problème qui peut passer inaperçu entre, bah, les tailles 34 à 42 parce c'est une robe qui est relativement droite et qui a de l'aisance. Mais sur les tailles un peu plus éloignées de la taille de base et bah, au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus serré et l'article ne conviendra plus. Donc ce qui est nécessaire, c'est de modifier, le patronage. Une fois qu'on l'a modifié, on retourne sur les avatars et notamment sur une map, qui permet de vérifier donc, la tension et la pression sur le corps et on va constater qu'on est bien sur toutes les tailles. La pression de la matière est plutôt homogène. À partir de là, on va pouvoir lancer en production. Donc, un autre axe pour réduire son empreinte carbone, donc c'est pas nouveau, mais il y a eu énormément de mises à jour, beaucoup plus de précision dans les logiciels de placement parce qu'ils ont été intégrés donc des algorithmes et une sorte d'automatisation qui permet vraiment une efficience très, très forte et donc de réduire, la perte matière. Ça permet aussi aujourd'hui de calculer sa consommation d'une prod beaucoup plus en amont. On peut faire donc des estimations, dès sa conception même, à partir du moment où on a le patronage et la grada. Là, je vous mets une petite aparté parce que pour moi ça compte aussi dans la réduction, de l'empreinte carbone, bah, c'est la qualité du montage. Si vous, augmentez la qualité du montage du modèle, bah, ça va permettre de rallonger la vie du vêtement.
Il y a l'emballage aussi qui n'est pas à négliger. S'il vous plaît, arrêtez les housses en plastique et utilisez des housses biodégradables et compostables. Il y en a des pas mal qui sont en amidon de maïs, par exemple, et ça permettra d'avoir une empreinte carbone beaucoup plus réduite. Et aussi, par rapport au transport, bah, réduisez le vide dans vos cartons. Ça contribuera aussi à votre éco-score. Bah oui, donc je parlais au niveau du transport, que ça touche donc toutes les étapes du circuit du produit. Pas de 3D, pas d'autres technologies, mais c'est un axe de réduction important à mentionner. Voilà, je vous ai donné quelques chiffres qui sont intéressants. L'idéal, bah, c'est de se rapprocher des fournisseurs, enfin des fournisseurs des usines avec lesquelles on produit. Puis alors le top, bah, c'est de pouvoir localiser. On va maintenant passer au retail, la dernière étape. Donc on peut intégrer les modèles 3D dans des logiciels de Visual Merch. Je vous en avais déjà parlé. Ça permet de visualiser des articles et optimiser leur vie en vente pendant tout leur cycle de vie en boutique sans avoir de prototypes et de boutiques écoles qui sont assez chronophages à mettre en place. C'est aussi très pratique car on peut visionner le chiffre d'affaires et les quantités prévisionnelles et ce dès le début de la collection. Si jamais le sujet du visual merch vous intéresse, vous pouvez regarder aussi le replay de notre webinaire qui a été animé par Laure sur ce sujet. Mais ça permet vraiment de construire très en amont, et de réduire un peu les quantités et d'avoir un prévisionnel beaucoup plus juste. Comment réduire en vente? Ben voilà, comme je vous disais, au plus proche du consommateur permet aussi de mieux le connaître. Donc je vous parlais tout à l'heure bah, du bien-aller. Donc les boutiques, elles peuvent vraiment aider la production en récupérant les mensurations des clients pour avoir une base de données beaucoup plus précise. Donc ça permettra de réduire les retours. Ce sont des outils aussi qui peuvent aider à l'aide à la vente, parce que quand on est bien conseillé en tant que consommateur au niveau du taillant, bah, ça peut aussi encourager dans l'achat. Et si la 3D a été effectuée en amont dans le circuit du produit, ben, on peut toujours s'amuser à essayer en réalité augmentée, donc soit via des miroirs, soit avec son portable comme on voit dans l'exemple. Je reviens ensuite sur les logiciels d'intelligence artificielle. Donc, je vous avais parlé tout au début de la création. En fait, il est possible avec ces logiciels de croiser ces ventes et notamment aussi de visualiser les ventes manquées pendant le run d'une collection et de produire à la demande. Donc, par exemple, on va voir un modèle qui marche super bien et auquel on n'a plus du tout de stock. Donc, ça va permettre de faire remonter l'info au marketing, au sales et de voir s'il est nécessaire soit de relancer une petite prod ou alors de garder le modèle et de le réactualiser avec la couleur qui va arriver, qui va être en vogue dans les semaines à venir. Donc ça va vous permettre de réduire les stocks et aussi surtout de vous ajuster à la demande client. Donc voilà, bah, la boucle est bouclée. Et voici le circuit du produit avec là où les nouvelles technologies se situent dans le but de repenser et réduire dans une collection. Et pour revenir aux 4 R, bah, si on repense et on réduit de façon, enfin notre façon de créer et de produire, bah, on va réduire les deux autres R et donc ça va créer le cycle vertueux dont je vous parlais tout au début de ma présentation. Ce qui nous amène à la fin de ce webinaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est intégrer donc les 4 R. Je vous l'ai répété pendant tout le long du webinaire, mais je vous le répète, c'est recycler, réutiliser, repenser et réduire dans le circuit du produit et ce, dès sa conception. Repensez votre circuit du produit en intégrant des outils comme la 3D et autres pour vous aider à réduire l'impact carbone et la consommation d'eau. Et puis, bah, 2030, c'est demain. Donc, si on compte à partir d'aujourd'hui, donc le 26 avril 2022, nous avons exactement 2809 jours avant le 1er janvier 2030, là où nous sommes censés avoir un circuit du produit opérationnel et qui émet déjà moins 40% de CO2. Donc, on a du boulot. Et donc, bah oui, modifier un circuit du produit, le repenser, ça ne se fait pas en une seule saison. C'est une transformation qui prend du temps. Voilà. Donc, c'était ma petite touche. Voilà, donc on arrive à la fin. Auriez-vous des questions? Ou est-ce que je vous ai endormi?
Alors non, Alexandra, donc c'est Mélanie, c'était très très clair. Enfin voilà, donc pas de questions. Merci beaucoup pour cette super présentation. Merci beaucoup, Mélanie. Je vois que Lucie est en train d'écrire. Pas de questions. Bah, écoutez, si jamais vous souhaitez en parler de vive voix ou me contacter plutôt en direct, n'hésitez pas. Je vois quelqu'un qui me dit bonjour. Une question. Quel logiciel pour la réalité augmentée? Alors, il y en a plusieurs. Beaucoup sont principalement américains et il y en a quelques-uns qui commencent à monter au niveau européen. Logiciel réalité augmentée, vous allez avoir Ventana par exemple, mais ils sont situés aux États-Unis et en termes de RGPD, c'est à voir si c'est compatible avec votre société. Donc eux ont la possibilité de jongler avec Snapchat, ce genre de choses. Les autres, je ne les connais pas en détail, donc je pourrais regarder un petit peu plus en détail si vous voulez m'écrire à ce sujet. Vous souhaitez voir la slide en résumé? Oui. Ou plutôt la slide avec le circuit du produit qui montre là celle d'avant peut-être? Alexandra, on a une autre question. Est-ce que Mhm. le zéro échantillon est possible? Alors, beaucoup d'éditeurs de 3D vous diraient oui, c'est possible. Moi, je ne le conseille pas parce que bah voilà, donc quand on est dans le métier de la mode, on est prédisposé à toucher, à avoir avoir besoin de visualiser, de tester, de faire des tests au porté, de faire des tests qualité. Donc pour moi, il est important de garder un proto, voire deux, parce que certains secteurs ont besoin d'un prototype pour faire ces tests qualité poussés, notamment dans l'enfant. Donc il n'est pas possible de faire du zéro prototype. En revanche, pour réduire le nombre de protos, ça aide. Salut Alex, c'est Lisa. Bonjour Me- Lisa. Merci pour ce webinaire super intéressant. Moi, j'avais une petite question. À partir du moment où la 3D elle est mise en place dans une entreprise, combien de temps il faut pour digitaliser une collection complète? Je suppose qu'il y a un gain de temps aussi par rapport au flux actuel physique. Oui, alors au début, on a besoin de se préparer. Ça prend un petit peu de temps de préparatif parce qu'on doit créer des bases, parce qu'on doit modifier son organisation. Et en général, je préconise entre 4 et 8 saisons en fonction du nombre de prototypes. Parce qu'une grande marque va avoir énormément de références à couvrir. Donc, à préparer en amont, bah, c'est beaucoup plus colossal qu'une petite. Mais à partir du moment où vous allez vraiment avoir des bases bien calées, qui sont bien aux mesures, qui sont bien gradées, ça va aller beaucoup plus vite et on accélère en mode, enfin, on accélère très rapidement. Donc, c'est vraiment dégradé. Et donc, je préconise entre 4 et 8 saisons en fonction de la taille. Et merci. Merci à toi. J'ai une question, Alexandra, par rapport au Oui, scan des matières, oui. parce que, enfin voilà, nous, on est en plein sur le sujet. Ma question, c'est au niveau du timing, en fait, est-ce qu'on a une idée approximative du timing pour pouvoir digitaliser, en fait, une matière? Parce que forcément, il y a le visuel, mais il y a aussi les propriétés, les caractéristiques Mm. de tombée matière qui sont un peu plus compliquées en fonction du logiciel qu'on utilise et du scan qui est travaillé, enfin, avec lequel on procède à ce scan matière. Est-ce qu'on sait à peu près en fait ce qu'il y a au mieux et au plus long en fait pour scanner des matières plus complexes? Oui, alors ça dépend effectivement des logiciels que vous allez utiliser en 3D. Aujourd'hui, il y a énormément de travail entre les éditeurs et aussi les normes, parce qu'on essaye de normaliser pour pouvoir faire des tests en laboratoire, par exemple, et éviter d'avoir à ce que toutes les marques aient cette lourde charge.
Et aussi parce qu'aujourd'hui, les éditeurs ont donné des kits de mesure pour les propriétés physiques qu'on rentre dans les logiciels. Mais est-ce que c'est viable quand on a 400 matières à digitaliser? Moi, je ne le pense pas. Je pense que c'est vraiment laisser ça au service qualité de le faire et d'avoir quelque chose de normalisé, tout simplement parce que si vous avez besoin de digitaliser, je ne sais pas moi, au Bangladesh et puis ensuite au Portugal, et que vous utilisez donc les kits des éditeurs, il peut y avoir une grosse erreur puisque en termes de normes, ben, la température ne sera pas la même, le taux d'humidité ne sera pas non plus le même et ça peut faire une zone d'erreur. Donc, si aujourd'hui vous scannez vous-même, scanner est très rapide, ça prend quelques secondes. Les propriétés physiques, si vous le faites vous-même, ça peut varier en fonction de l'expertise de la personne qui va utiliser ce kit. En général, ça peut être entre 15 et 30 minutes en fonction de comment on souhaite refaire le test pour vraiment valider la donnée. Après, si vous passez par un prestataire, ça dépend de sa charge de travail. Mais en général, si vous demandez que c'est urgent et qu'il est à proximité, ça peut être très rapide. Ce qui va prendre le plus de temps, si vous envoyez très loin, ça va être le transport. Si c'est à côté, bon, ce sera beaucoup plus rapide. Si vous êtes sur place, je dirais que en 30 minutes, on peut digitaliser la matière si vous avez bien organisé votre zone en fait, de test avec un scan, avec tout ce dont vous avez besoin au niveau de la couleur pour vérifier que vous vous avez bien votre jumeau digital et puis avec le kit pour les propriétés physiques. Super, J'espère avoir merci. répondu. Oui, merci Alexandra. Merci. Oui, bonjour Alexandra, c'est Patrick d'Auchan. Par Bonjour contre, Patrick. les fournisseurs qui sont en Asie, un peu partout dans le monde, au niveau des tissus, euh, ils en sont où? Parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air très développé, hein, le scan. Alors, contrairement, si, il y a pas mal de Hein. ça commence, ça prend du temps parce qu'eux aussi ont besoin de s'organiser. Hem, Pourquoi? Parce que je suis en contact aussi avec beaucoup de fournisseurs matières et de composants et de leur côté, ils doivent aussi investir dans un scan, revoir aussi leur façon de travailler. C'est en train d'avancer comme vous, ça a besoin de prendre du temps, mais donc certaines marques, imposent aujourd'hui à leurs fournisseurs de s'y mettre et du coup, ça fait effet boule de neige parce qu'ils se rendent compte aussi que c'est nécessaire, pour qu'ils puissent, se réinventer et toucher d'autres marques et les catalogues de matières sont en cours. Comme vous savez, les fournisseurs matières ont énormément de références et ça prend beaucoup de temps. Donc ils ont besoin aussi de leur côté, d'embaucher, de prendre des personnes en temporaire et ça va venir. Je pense que, il faut leur donner une petite année pour que vous puissiez pour que vous puissiez commencer à voir qu'il se passe des choses de leur côté également. Mais je vous confirme qu'il se passe, effectivement des choses en Chine, en Italie notamment. Et je rebondis du coup, Alexandra, là-dessus. Est-ce que du coup, ils trouvent un moyen, on a de la visibilité pour qu'ils s'alignent en fait sur les fichiers? Puisque forcément d'un logiciel à un autre, les fichiers matières sont différents, Oui. et ne sont pas lisibles en fait. Donc est-ce qu'il y a de l'amélioration prévue là-dessus? Oui, c'est une très bonne question, effectivement. Donc, c'est là où ils contribuent aussi à la normalisation de ces données. Il y a des logiciels, des éditeurs qui intègrent les normes ou qui vont intégrer les données sur Clos et Browseware et Optitex et Assist et tous les autres qui arrivent sur le marché et qui, en fait, en fonction de ce que vous voulez utiliser, par exemple, si c'est du U3M ou du ZFab ou juste du PNG, eh ben, on peut choisir le format de téléchargement qu'on va pouvoir ensuite transférer dans le logiciel qu'on souhaite. Donc ça arrive également. Les éditeurs donc, qui rassemblent tous les fournisseurs de matières travaillent énormément dessus parce que c'est la plus grosse problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est de satisfaire tous les besoins de chaque marque qui n'ont pas forcément les mêmes logiciels. Donc ça arrive aussi. Conseillez-vous un logiciel 3D en particulier? Non, je ne conseille pas. En revanche, je propose plusieurs options en fonction de vos besoins. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas du tout les mêmes besoins que votre voisin et par conséquent, je ne peux pas dire que que le logiciel X est mieux que l'autre. Voilà, certains logiciels vont avoir beaucoup plus, il y aura beaucoup plus de facilité pour des designers, mais peut-être moins de précision pour le développement et vice versa.
Donc, ça dépend vraiment de la stratégie de la société et jusqu'où vous souhaitez aller dans le développement de la 3D, sachant que certains veulent juste du visuel, d'autres veulent pousser jusqu'en pré-prod. Et là, le besoin n'est pas le même et donc le logiciel ne sera pas le même. D'autres petites questions? C'est Christelle, c'est moi qui ai posé cette question. En Oui. fait, donc merci pour votre réponse. Je voulais juste savoir, donc comme vous le dites, il y a différents besoins, différents logiciels qui sont mieux adaptés. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut justement voir quel logiciel est mieux adapté pour quel besoin? Comme ça, on peut savoir un peu plus sur lequel on voudrait se pencher. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas si vous pouvez en discuter là maintenant, ou est-ce qu'on peut trouver ces informations ailleurs? Alors non, aujourd'hui, il n'y a pas, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, ils font chacun leur pub, leur marketing. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on accompagne les clients justement à choisir en créant une sorte de benchmark avec les listes de questions qu'on souhaite poser aux éditeurs. Et à la suite de ça, on crée toute une matrice pour faire une prise de décision pragmatique et donc faire le choix en fonction de vos besoins. Donc c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de comparatif. Certains le font à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils vont contacter tous les éditeurs et ils font un peu à leur sauce. Nous, en tout cas, c'est une des choses auxquelles on accompagne nos clients dans le choix du logiciel. Parce qu'on regarde au-delà du logiciel 3D, il faut regarder aussi l'ensemble du circuit du produit et satisfaire tout. Comme je vous montre là sur ce que je vous partage, il y a la création, le développement, la prod, les boutiques, vous avez le marketing et tout ça, ça a besoin en fait de donner ses besoins et ça prend un peu de temps. J'espère avoir répondu à votre question, Christelle. Oui, non, merci. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions et si jamais vous souhaitez échanger hors webinar, écoutez, je vous laisse mes coordonnées. Vous pouvez me contacter soit par mail, soit par LinkedIn. En tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir rejoint. C'est pas évident pour moi, j'ai toujours beaucoup de trac, donc voilà, je suis contente que ce soit bien passé. Je vous remercie de me suivre et puis n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de mes lumières pour la 3D et autres. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt pour d'autres prochains webinaires.